Bonjour à toutes et à tous, c'est avec joie et enthousiasme que je vous retrouve pour ce rendez-vous de l'essentiel. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder avec vous 8 clés pour prendre soin de son état d'esprit. Mais avant d'aller plus loin, je m'appelle Maud Pingard. Mon parcours, c'est celui d'une atypique, passionnée par la vie, passionnée aussi par les processus de changement, entre autres, et ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que j'en ai fait mon métier. J'ai occupé pendant plusieurs années des postes de cadre dans les ressources humaines, et c'est en 2003 que la Providence m'a stoppé net par un burn-out qui a réclamé toute mon attention. Cette opportunité m'a permis notamment de tourner mon regard vers l'intérieur pour retrouver mon fil conducteur, pour remettre du sens dans ma vie et qui a déclenché du coup dans un second temps une vocation d'accompagnatrice holistique. Depuis, et après tout un parcours intérieur et une professionnalisation certifiante, j'accompagne mes clients à accueillir et à assumer qui ils sont dans leur originalité profonde. Ma vision, c'est qu'il y a une pépite en chaque être humain et que cette pépite ne demande qu'à être révélée d'abord à soi-même et ensuite au monde. Pour ce qui est des rendez-vous de l'essentiel, je partage avec mes auditeurs des informations autour de thématiques qui me tiennent à cœur et me passionnent depuis toujours. Des thématiques que je choisirai par rapport à notre actualité ou qui sont dans l'air du temps. Du coup, vous y retrouverez des informations en lien avec le développement personnel, la spiritualité, l'énergétique, des outils et des techniques que j'ai développés tout au long de ces dernières années, des pratiques méditatives et tout autre thème qui pourra enrichir la qualité de relation à soi-même, la qualité de relation au vivant et la qualité de relation et d'interaction au monde qui nous entoure. Alors je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans mon univers. L'état d'esprit, c'est mon ambiance intérieure dont la racine n'est pas physique et depuis laquelle je fais émerger ma vision de moi-même, ma vision des autres et ma vision du monde qui m'entoure. Au naturel, on le voit bien chez les enfants, avant qu'ils soient formés et déformés dans certains cas par les apprentissages, l'état d'esprit est source de clarté, de paix intérieure, de spontanéité qui permet l'expression de tout l'éventail des émotions, quelles qu'elles soient, sans même que l'enfant soit amené à se juger lui-même. Il est donc plus facilement dans cette expression joyeuse de la vie. Le constat, c'est que cet état d'esprit positif et naturel, vous l'aurez compris, est phagocyté au fur et à mesure que l'on grandit par une source plombante, fatigante même, qu'on nomme le mental. Alors là aussi, quand je parle de mental, je ne parle pas du mental du sportif qui se dépasse, mais bien au contraire du mental rotor, voire obsessionnel. On peut le résumer avec une image que vous connaissez peut-être, c'est l'image du hamster qui court en permanence dans sa roue. Ce mental ruminant peut générer en moyenne des milliers de pensées non qualitatives par jour. Donc c'est assez effrayant de se sentir traversé et porté quelque part ou agi par ce mental. Il faut bien voir ce mental comme un espace qui reçoit et stocke toutes les pensées plombantes, quelle que soit leur catégorie. Il va donc être le siège notamment de nos croyances limitantes, de nos jugements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, de nos doutes et de tout sentiment négatif comme la peur, la mélancolie, la nostalgie, la culpabilité que l'on connaît bien en Occident et de plein d'autres pensées.
Ce mécanisme générateur de stress et d'angoisse au quotidien active dans notre système le mode survie. Ce mode survie active lui-même à nouveau le mental et la boucle est bouclée. Et nous sommes comme le hamster qui court dans sa cage et dans sa roue. Ce panier à idées plombantes qu'est le mental, il génère chez nous une posture de combat, de fuite ou d'inhibition dont découle tout un fonctionnement de vie en mode marche forcée et un bon nombre de répercussions délétères sur le long terme. Du coup, dans cet épisode, en vous exposant comment prendre soin de son état d'esprit, je vais aussi beaucoup aborder la notion du mental pour vous aider à le débusquer, pour permettre de retrouver, si j'ose dire, un état d'esprit porteur de sérénité et de joie, pour que ce mental soit mis un peu en veille. Mais pour cela, il faudra d'abord en prendre la décision consciente. Ce mode, il faut comprendre que ce mode du mental est un mode par défaut, livré dans notre ordinateur cérébral, sans mode d'emploi, bien sûr, et que sans décision consciente de ma part, ce mode fonctionnera toujours par défaut. Alors, les concepts d'état d'esprit positif et de mental ayant été posés clairement, je l'espère, je vous propose maintenant de développer les 8 clés pour prendre soin de mon état d'esprit. Pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire en essayant d'être synthétique. C'est l'histoire amérindienne d'un grand-père Cherokee qui explique à son petit-fils qu'en chaque être humain, il y a un loup blanc et un loup noir. Le loup blanc symbolise le côté vivant, positif, serein et joyeux, et le loup noir, dans cette histoire, symbolise le côté négatif, voire destructeur. Le petit-fils, émerveillé par ce que son grand-père lui explique, lui demande en fait, mais lequel des deux est le plus puissant ? Et le grand-père de lui répondre, celui que tu nourris. Ça vous permet de mettre déjà le doigt sur une des premières clés qui fait que si je comprends intellectuellement que le principal frein à mon état d'esprit positif, c'est que je suis branchée par défaut à ce panier à idées plombantes, eh bien la première clé consiste à prendre la décision consciente de ne plus nourrir ce mental. Le mental, c'est un mécanisme réflexe de survie, on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi un réel et puissant parasitage qui peut prendre le lead dans mes processus de réflexion, de pensée. La subtilité, c'est qu'il ne s'agit pas de le réprimer, mais plutôt de tourner son regard et son attention pour nourrir un état d'esprit positif. Alors, en détail, comment ça se passe ? Une des choses qui m'a permis de toucher du doigt ce que je vais vous dire, c'est que quand j'ai commencé à me former à l'énergétique, j'ai constaté que là où je pose mon regard et mon attention, je véhicule mon énergie. Donc si on reprend l'exemple du mental et de l'état d'esprit positif, du coup, si je détourne d'abord mon regard de ce mental, mon attention de ce mental, de ces idées parasitantes, si je détourne mon regard de ces idées négatives et que je tourne mon attention vers le positif et le constructif, je vais lui permettre de prendre vie. Adopter un état d'esprit positif. Alors, la nature n'aime pas le vide. Du coup, la meilleure manière pour que le mental ne revienne pas au devant de la scène, c'est de positionner mon attention sur le positif. Je vais cultiver comme cela une connexion à ce fameux état d'esprit positif, à ce fameux état d'esprit inclusif et qui est générateur de paix pour moi-même, générateur de joie et générateur d'un élan de vie.
Cette deuxième clé, c'est de décider de nourrir la vie en soi. Il ne s'agit pas de porter des lunettes roses ou de fermer les yeux sur différentes réalités par réaction, par évitement. C'est plutôt que tout en considérant la globalité de ce sur quoi je porte mon regard, je vais attirer mon attention vers les pensées positives. À force de pratiquer cette clé, je favorise une fluidité dans mon mouvement de vie. J'ai même dans certains cas favorisé une acceptation de la situation. C'est pas synonyme de résignation, hein. Et chemin faisant, cette nouvelle dynamique peut même me permettre d'amener une potentielle résolution à cette situation. Si bien sûr, je suis le principal acteur de cette situation. Ce que je dis souvent en coaching, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sauf si mon mental rajoute quelque chose sur cette situation. Le problème réside dans le fait de rajouter une charge mentale à la situation, par un jugement, par une croyance limitante, par un sentiment. Le sentiment étant issu du mental, le sentiment étant une génération de notre esprit, mais du côté du mental. Ça demande donc de changer de point de vue, de paradigme, si vous préférez. Pour ce faire, on peut déjà se poser la question: depuis où je regarde quand je pense à telle ou telle chose? D'où part ma vision quand je pense à telle personne, telle situation? Est-ce que ma vision part d'un espace de peur, de culpabilité, de jugement, ou d'un espace apaisé, stable, serein, confiant? Est-ce que je peux considérer la situation actuelle ou la chose à laquelle je pense comme une expérience qui peut me faire grandir plutôt que comme un problème? Je peux donc basculer d'un état de consommateur d'ambiance extérieure, lié à mon environnement, lié à des événements qui me concernent de loin ou de près, lié aussi à une actualité prenante, ou devenir un générateur et créateur de mon climat intérieur dont je serai la première bénéficiaire. Ceci était donc la deuxième clé. Je vous propose maintenant d'aller sur la troisième clé pour cultiver un état d'esprit positif et prendre soin de manière plus globale de son état d'esprit. Quand je me questionne, comment je me questionne? Dans mon dialogue interne entre moi et moi-même. Je développerai un peu plus cette clé dans une prochaine capsule audio, mais pour vous donner déjà quelques repères, se questionner sur le comment des choses plutôt que sur le pourquoi des choses limite les ruminations mentales quotidiennes et achemine ma réflexion vers des questionnements et des réponses constructives. Si on développe un peu et qu'on fait un zoom sur les questions du comment, elles permettent d'ouvrir ma vision, de me positionner, comme je vous le disais, en tant que créateur et générateur, participatif de ma réalité et de commencer à ne plus se référer au passé. Dans ce dialogue interne avec moi-même, cela me permet de stopper mes justifications qui font toujours référence à ce passé et qui conditionnent mon présent par rapport à ce qui m'est arrivé. Un des écueils du questionnement interne sur le pourquoi des choses, c'est de renforcer les effets de nos justifications en nous enfermant dans une boucle de cause à effet qui se reproduit sans cesse. Alors je précise quand même que je n'ai rien contre les démarches thérapeutiques. Je vous encourage vivement à aller là où cela vous appelle, mais que de privilégier dans mon quotidien de tous les jours les questionnements sur le pourquoi rembobinent ma vie en permanence, alors que le flux du vivant se déroule du présent vers le futur et non du présent vers le passé. Et que, comme je vous l'ai précédemment dit, là où je pose mon regard
et où je porte mon attention, je véhicule mon énergie. C'est d'ailleurs un point tellement crucial à mes yeux, la différence entre la dynamique du pourquoi et la dynamique du comment dans les questionnements internes, que quand je l'ai touché du doigt, j'ai décidé de l'intégrer comme le premier postulat de tous mes programmes d'accompagnement. Je l'ai moi-même exercé, pratiqué pendant de nombreuses années. Je continue à le pratiquer aujourd'hui et je considère ce type de discipline, en quelque sorte, comme une hygiène cérébrale. Du coup, vous pourrez donc trouver cette capsule prochainement sur ma chaîne pour expliquer la différence entre ces deux dynamiques qui génèrent des dynamiques totalement antagonistes, l'une de pensée quantitative au pluriel et l'autre de réflexion et de création qualitative. Pour illustrer, ça donnera plutôt des questions du type « Comment je peux restaurer ma joie de vivre ?» plutôt que pourquoi je ne suis plus joyeuse. Venons maintenant sur la 4e clé qui sera la dernière clé que je vais aborder dans la première partie de ce podcast. Cette 4e clé, c'est de revenir à la présence. La différence entre le présent et la présence, c'est que je peux ne pas être dans le présent. Dans ce cas-là, il est extérieur à moi-même. Alors que la présence inclut que j'y suis. Je suis dedans, j'y suis. Les notions de passé et de futur sont des constructions culturelles que notre mental personnel a récupérées. Par exemple, certains peuples amérindiens, comme le peuple des Hopis, n'ont aucun mot pour parler du passé et aucun mot pour parler du futur, tout simplement parce que cela ne fait pas partie de leur vision du monde. C'est quand même très intéressant. Le mental, pour nous, personnes occidentales, avec une culture occidentale, le mental nous coupe de notre qualité de présence, puisqu'il fait soit penser au passé, attirant notre attention vers celui-ci, soit penser à nos futurs potentiels, qu'on appelle aussi le champ des possibles. Un biais cognitif nous fait croire que le passé et le futur existent, alors que le passé est mort et que le futur n'existera jamais puisqu'il est futur. Le mental, chevillé à l'ego, nous amène à nous dissocier de la réalité de l'instant. Notre attention est soit dans le passé, soit dans le futur. Elle ne peut plus véhiculer notre énergie sur l'instant présent et nourrit donc ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe plus. Quand je tourne mon attention sur ces idées du passé que j'appelle mes pensées fantômes, je ne cultive plus ma présence à moi. Quand je projette mon attention vers le futur, depuis cet espace de mon mental, le je, J-E, le moi, l'ego, crée soit des projections idéalisées qui génèrent des attentes et dans un second temps des déceptions éventuelles, ou crée des projections dramatiques dignes de grands réalisateurs, un peu à la Stephen King, qui vont générer par anticipation de cet avenir des sentiments de crainte, d'angoisse, de pression, voire de peur. Nous sommes donc en permanence affectés par un passé que l'on entretient, qui n'existe pas, qui n'existe plus, ou par un avenir qui n'existe pas. L'ego, quand il active le mental, nous coupe du seul temps qui existe, ou plutôt devrais-je dire, du seul temps dans lequel je suis présente, dans lequel j'existe. Le passé relatant des événements qui n'existent plus et l'avenir étant un champ de possibles qui n'existe pas encore, comme vous l'avez compris. Il s'agit donc de revenir à la présence. Mais comment faire ? Alors la présence, c'est un vaste programme et en même temps tellement accessible dans des choses simples de la vie. Toutes les activités qui me connectent au corps et à ses sensations permettent de se déconnecter du mental et de vivre dans l'immédiateté de l'instant.
Cela s'explique simplement par le fait que notre attention va être attirée par des sensations corporelles qui permettront à notre énergie de se rediriger sur la présence, sur l'instant présent. Marcher, encore plus, si c'est dans l'environnement naturel, entouré d'arbres, de lacs, de mers, d'oiseaux, de nature, de montagnes. Danser, chanter, créer, dessiner, peindre, cuisiner peuvent être des occasions pour se reconnecter au cadeau du présent. On dit d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase, je la répète souvent à mes clients, on dit d'ailleurs que le présent est un cadeau puisqu'on le nomme présent. Là aussi, sans décision consciente et éclairée de ma part, impossible que ça se mette en place. Cela me demande de prendre des rendez-vous avec moi-même le plus souvent possible et de mettre en place une certaine discipline, au moins le temps que cela redevienne ma norme interne, mon nouveau pli de fonctionnement, ma nouvelle habitude. Méditer, vous comprendrez bien vu que je suis praticienne en méditation, méditer régulièrement est aussi un moyen de gagner en intensité de présence au quotidien. Méditer est d'ailleurs bien plus qu'une activité occidentale, je vous en parlerai probablement dans un prochain podcast. C'est un état qui se cultive. Le mot méditer indique intrinsèquement de revenir au milieu, au centre. Quoi de plus central que la présence ? Avant de clôturer la première partie de ce podcast, je vous redonne donc les 4 premières clés que vous pouvez intégrer dans votre quotidien dès maintenant, sans plus attendre, si vous trouvez que c'est pertinent pour vous-même, bien sûr. La première, c'est de décider de nourrir le loup blanc plutôt que le loup noir, en tournant votre attention vers les aspects constructifs. La deuxième clé, c'est d'adopter un état d'esprit positif en devenant un générateur de climat interne pour soi-même, plutôt que d'être un consommateur d'ambiance externe. La troisième clé, c'est quand le mental malgré tout intervient, se questionner surtout avec le comment des choses plutôt qu'avec le pourquoi des choses. Enfin, la quatrième clé sera de revenir à la présence en soi et de vivre. De vivre plutôt que de se positionner en mode survie. J'espère que cet épisode vous aura permis de faire un peu le clair en vous et de trouver des outils accessibles à mettre en place dans votre quotidien. Je vous rappelle que vous ne prenez que ce qui vous parle et qu'il existe une multitude d'angles de vue pour aborder ce type de thématique. Un grand merci pour l'intérêt que vous portez au rendez-vous de l'essentiel. Si vous avez des questions, que vous souhaitez interagir, vous pouvez déposer vos commentaires en dessous de cet épisode. Et pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à vous abonner et cliquer sur la cloche pour en être informé. Je vous souhaite de cultiver la joie que vous avez dans le cœur et de toujours pouvoir être émerveillé par la vie. À très bientôt.